Salut à vous tous, écoutez-moi bien. Je viens vous ouvrir mon cœur avec une histoire qui me ronge jour et nuit, une histoire qui me hante, comme un poids lourd sur ma poitrine. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis dans une situation où je suis perdue, où mes pensées tournent en boucle sans fin. Et je vous supplie de me donner vos conseils. Je suis au bord du gouffre et je ne sais plus comment remonter. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement bouleversée. J'ai vraiment offensé mon mari, cet homme qui m'a tout donné. J'ai fait du mal à moi-même, à mon âme, à ma conscience. Et j'ai commis une faute terrible contre lui. Une faute si grave que je ne trouve même pas les mots pour m'excuser. Chaque fois que j'y pense, mes mains tremblent et je sens une boule dans ma gorge. J'ai décidé de vous raconter cette histoire parce que je ne peux plus la garder en moi. Elle me brûle de l'intérieur et je suis très, très confuse. Je suis venue devant vous tous pour vider mon sac, pour chercher une lumière dans cette obscurité qui m'étouffe. En ce moment, honnêtement, je veux en finir. Parce que ce que j'ai fait est impardonnable en tant que femme mariée. Mais je viens ici chercher votre aide avant de sombrer complètement. Je suis une femme mariée, et même une femme heureusement mariée. Mon mari prend soin de moi comme un trésor. Il a de l'argent, il vit à l'étranger, dans une ville froide où il travaille dur sous des ciels gris. Il m'aime énormément. Son amour pour moi est profond, sincère, inébranlable. Il me donne tout ce que je veux. Des vêtements neufs qui brillent dans mon armoire, des repas chauds sur la table, des cadeaux qui arrivent par colis. Il me montre de l'amour dans chaque message qu'il m'envoie, dans chaque appel où sa voix douce me réconforte. Il s'occupe de moi, de ma famille aussi, mes parents, mes frères. Il leur envoie de l'argent quand ils en ont besoin. Il leur offre des sacs de riz, des bidons d'huile. On est mariés depuis plusieurs années. Il revient de temps en temps, traversant les océans pour me rejoindre. En un an, il peut venir 2 fois, parfois 3, sauf quand son travail le retient. Là, il ne vient peut-être qu'une fois, et je compte les jours sur un calendrier accroché au mur. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui m'a pris pour faire une erreur aussi stupide, aussi insensée. On a vécu ensemble pendant des années sans enfant, des années où je priais chaque nuit, où je regardais mon ventre plat avec désespoir. J'ai essayé encore et encore, des médicaments pour la fertilité avalés avec de l'eau tiède, des traitements dans des cliniques aux odeurs d'antiseptiques, des piqûres qui me laissaient des bleus sur les bras. Mais rien ne marchait. Mon mari me consolait, essuyait mes larmes, me disait qu'on trouverait une solution. Quand il est revenu une fois, on a tenté une FIV. On a voyagé ensemble, assis côte à côte, dans une salle d'attente silencieuse, espérant un miracle. Et par la grâce de Dieu, ça a fonctionné. J'ai donné naissance à des jumeaux, 2 garçons aux joues rondes qui remplissaient la maison de leurs cris joyeux. Plus tard, j'ai suivi un autre traitement, passant des heures dans des cabinets médicaux, et j'ai eu une petite fille, une beauté fragile, avec des yeux brillants. Mon mari a dit que c'était assez. Il m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'on devait juste élever nos enfants, qu'il ne voulait plus en avoir. Il voulait qu'on se concentre sur eux, sur leur avenir. Depuis, je me suis occupée d'eux. Je les emmène à l'école, je leur prépare des repas, je les regarde grandir, même si mon mari vit loin, à des milliers de kilomètres. J'ai été fidèle dans ce mariage, fidèle à chaque instant, à chaque promesse qu'on s'était faite sous les regards de nos familles. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ce qui m'a poussée à tout gâcher. Tout d'un coup, il y a cet homme dans mon quartier, un voisin que je croisais près des escaliers poussiéreux de notre immeuble. Avant, on se saluait juste. Un petit bonjour, rapide, un sourire poli, rien de plus. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Une force invisible m'a tiré vers lui. On a commencé à se rapprocher. Nos salutations sont devenues plus longues, plus chaleureuses. Nos regards se sont croisés plus souvent. Avant que je m'en rende compte, ça s'est transformé en autre chose. Mon cœur battait fort quand je le voyais. Et on a commencé à tomber l'un pour l'autre. On a arrangé un rendez-vous dans un hôtel.
un endroit discret avec des rideaux épais et une lumière tamisée. La première fois qu'on s'est vu là-bas, cet homme sait vraiment comment s'y prendre avec une femme. Il a un très gros bangala, impressionnant, imposant, et il sait très bien l'utiliser. La façon dont il m'a fait l'amour, avec une intensité qui m'a secouée, je n'avais jamais vécu une expérience pareille avant. Et oui, il est même descendu à la cave. Il a utilisé sa bouche pour me lécher, pour me sucer, explorant chaque recoin avec une douceur et une fougue qui m'ont fait perdre la tête. Je n'avais jamais eu un tel traitement. C'était nouveau, enivrant, et j'ai vraiment aimé ça. Ce jour-là, je me suis sentie vivante comme jamais. Mes sens étaient en feu, mon corps tremblait de plaisir. Depuis ce jour, je suis devenue attirée par lui. Une attirance puissante, presque magnétique. Lui aussi était attiré par moi. Il me l'a montré dans ses regards brûlants, dans ses mots. Il m'a complimentée, disant qu'il m'aimait parce que j'ai de la chair, que je suis pulpeuse. Il caressait mes courbes avec admiration. Il a parlé de sa femme, qu'elle ne sait pas faire l'amour, qu'elle est maigre, pleine d'os partout, sans douceur. Et c'est vrai, si vous voyez sa femme, elle est très mince, très maigre, une silhouette fine comme un fil. On ne dirait même pas qu'elle a eu un enfant, encore moins deux. La manière dont il me flattait, ses mots doux sur ma peau ronde et mes formes généreuses, ça m'est monté à la tête. J'ai cru qu'il m'aimait vraiment, qu'il aimait mon corps plus que tout, qu'il m'aimait profondément. Ça m'a envoûtée. J'ai plongé tête baissée dans cette folie. On a continué comme ça. C'était si bon pour moi. Un plaisir qui me faisait frissonner à chaque fois. Et pour lui aussi, parce qu'il m'aimait vraiment. Il me montrait de l'amour, des regards tendres dans l'ombre de l'autel, de l'attention, des petits messages qui me faisaient sourire. Et on était complètement pris l'un par l'autre. On s'est tellement embourbé là-dedans qu'on se voyait parfois 2 fois par semaine, parfois 3, juste pour coucher ensemble, pour retrouver cette extase. Ça m'est tellement monté à la tête. Une obsession qui prenait toute la place dans mon esprit. Quand je ne le voyais pas pendant 1 semaine, je rêvais de lui. Je le voyais me faire l'amour dans mes rêves, ses mains sur moi, son souffle dans mon cou. C'est devenu aussi grave que ça. On était tellement dedans. On se donnait l'un à l'autre sans arrêt, comme des amants insatiables. Moi, une femme mariée, je me suis oubliée. J'ai oublié qui j'étais, mes vœux, ma famille, tout. Je me suis perdue dans cette passion interdite, emportée par une vague que je ne contrôlais plus. Ça a continué jusqu'à ce que mon mari revienne une fois. Il est arrivé avec son sourire familier, son sac rempli de cadeaux pour les enfants. Quand il a voulu me toucher, je ne ressentais plus rien. Son contact m'irritait, comme une piqûre désagréable sur ma peau. Tout chez lui me dérangeait. Son bangala n'est pas aussi gros que celui de mon voisin, pas aussi impressionnant, pas aussi puissant. Mon mari fait des efforts, il m'a toujours aimée avec tendresse. Mais cet homme, lui, sait vraiment y faire, bien plus que lui. Alors, quand mon mari me pénétrait, il a commencé à se plaindre. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est plus aussi serré qu'avant, ça ne l'est plus du tout. J'ai inventé des excuses, bafouillant que c'était à cause d'exercices que je faisais, des séances imaginaires dans une salle, de médicaments que je prenais qui affectèrent mon corps, des pilules fictives que j'ai inventées sur le moment. Il ne m'a pas vraiment cru au fond de lui. Je voyais le doute dans ses yeux, mais il m'a fait confiance parce qu'il m'aime et qu'il croit en moi, en notre lien. Il n'a pas trop aimé ça. Je sentais sa frustration, mais il m'a cru et ça m'a brisé le cœur encore plus. Après ça, chaque fois que mon mari devait revenir, ses visites annoncées par des appels joyeux, je prenais toutes sortes de choses pour me resserrer. Des concoctions douteuses achetées au marché, des mixtures amères que je buvais en grimaçant, espérant redevenir comme avant. Moi et cet homme, on continuait quand même. J'étais tellement dedans que je ne me contrôlais plus, comme une marionnette dans ses mains. Tout tournait autour de lui. Il occupait mes pensées, mes nuits, mes désirs. Il ne me donnait pas d'argent, rien, pas un franc, mais je m'en fichais. J'avais tout ce qu'il me fallait matériellement. Mon mari s'occupait de moi,
m'envoyait de l'argent sans arrêt, des sommes qui arrivaient régulièrement dans mon compte, comme une pluie bienfaisante. Tout ce que je voulais, il le faisait sans hésiter. Si je disais que je voulais emmener les enfants en sortie, il m'envoyait de l'argent et je les emmenais dans des parcs bruyants où ils riaient aux éclats. Mon mari me changeait de voiture. Si je disais que je n'aimais plus une voiture, il m'en achetait une nouvelle, brillante et rutilante. Même si je disais qu'elle avait des problèmes, un moteur qui tousse, une roue qui grince, il la faisait réparer par des mécaniciens habiles. Et si elle tombait encore en panne après, il disait « Vends-la et achète une neuve, prends ce que tu veux ». Il prend tellement bien soin de moi, il m'aime tant. Il ne me laisse jamais souffrir, jamais manquer de rien. Je ne voulais pas l'offenser. Je ne voulais pas qu'il suspecte quoi que ce soit, qu'il voie la trahison dans mes yeux. Mais ça a continué avec cet homme, notre liaison brûlante, nos rencontres secrètes dans des chambres d'hôtel aux draps froissés. Jusqu'à ce qu'un jour, il me dise « Prête-moi de l'argent ». Ce n'était pas une petite somme, un montant énorme, colossal. À ce moment-là, je lui ai dit, hésitante, « Je vais voir ce que je peux faire ». Mais là, il a changé. Il a commencé à me faire la tête, à me snober. Je l'appelais, encore et encore, et il ne répondait pas bien. Il me donnait des attitudes, me punissait à cause de cet argent que je n'avais pas donné. J'ai demandé, le cœur serré, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit, « J'ai besoin de ton aide, et tu ne veux pas m'aider, moi qui te fais l'amour si bien. » Il a ajouté qu'il savait que j'avais cet argent, mais que je ne voulais pas le lui donner. Ces mots me piquaient comme des aiguilles. Puis il m'a proposé, « Si tu ne veux pas me donner l'argent, sois ma garante. Je veux prendre un prêt à la banque. » J'ai dit, la voix tremblante, « D'accord, je peux faire ça. » On a arrangé un rendez-vous dans un hôtel, une fois de plus. Ce jour-là, on s'est vus. Il m'a vraiment donné du plaisir, une vague qui m'a submergée. J'étais tellement emportée. Je l'ai attrapé dans la pénombre de la chambre, mes mains sur lui, en lui disant « Tu m'as tellement manqué ». On l'a fait avec 2 préservatifs. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas vraiment pris le temps de lire les papiers qu'il avait apportés pour l'accord bancaire. J'étais encore essoufflée, le corps vibrant, quand il m'a tendu les documents. Je les ai signés sans réfléchir, les yeux à moitié fermés par l'euphorie. Puis, il m'a demandé de fournir une garantie. Il n'avait rien à donner à la banque pour un prêt aussi gros, rien de tangible à offrir. Il m'a promis qu'il rembourserait. Ces mots doux me rassuraient. Mais j'avais peur au fond de moi, une petite voix qui murmurait le doute. Je lui ai demandé de me rassurer encore. Il m'a dit « Oui, je vais payer. Fais-moi confiance. » À cause de ça, j'ai signé. Et pire, j'ai utilisé les documents de la maison de mon mari, un bien précieux qu'il avait bâti avec son argent durement gagné, pour les donner à la banque comme garantie. Je suis même allée avec lui. On a traversé des rues bruyantes jusqu'à l'agence, et j'ai signé comme sa garante, mon stylo tremblant sur le papier. On a continué comme avant, à faire ce qu'on faisait. Nos rencontres clandestines, nos moments volés qui enflammaient mes sens. Puis, un jour, j'ai remarqué quelque chose. Une absence étrange. Je ne voyais plus personne de sa maison dans le quartier. Sa voiture, toujours garée sous l'arbre près de l'entrée, n'était plus là. Je ne sentais plus leur présence, les bruits familiers de leurs pas, leurs voix qui résonnaient parfois. Inquiète, je suis descendue vérifier leur appartement. Mon cœur battait fort alors que je frappais à la porte. Quand je suis entrée, tout était vide. Les pièces nues, les murs silencieux. Pas un meuble, pas un signe de vie. J'étais choquée. Mes yeux se sont écarquillés comme des assiettes. Mon souffle s'est coupé. Une antenne invisible s'est dressée dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. J'étais confuse, abasourdie. J'ai appelé son numéro. Il ne répondait pas. La tonalité résonnait dans le vide. 2 jours avant, on avait un rendez-vous. On s'était vus à l'hôtel. Il m'avait encore fait l'amour, son corps contre le mien dans une danse fiévreuse. Alors, comment était-ce possible ? Cet homme avec qui j'étais, il y a 2 jours, avait déménagé sans rien me dire. Et maintenant, il ne répondait plus.
J'ai commencé à demander autour de moi, je frappais aux portes, posais des questions aux voisins sous les porches. Certains disaient qu'il était parti à l'étranger, d'autres qu'il était retourné au village, des rumeurs qui volaient comme des feuilles dans le vent. Tout le monde racontait des histoires différentes, mais moi, je sais qu'il est encore au Nigeria. Je le sens dans mes os. Parfois, je l'appelle, il décroche, mais ne parle pas, juste un silence lourd à l'autre bout. J'ai essayé de le retrouver, de le traquer à plusieurs reprises. J'ai demandé à des amis, fouillé les rues. Mais il ne se montre plus nulle part. Je suis inquiète. Je suis à terre. Mon esprit est en chaos. Je ne sais pas quoi faire. L'argent dont on parle n'est pas petit. C'est une somme énorme, colossale. Il a emprunté 55 millions de naira à la banque. Une fortune qui me dépasse. Où vais-je trouver cet argent pour payer ? Je ne sais pas quoi dire à mon mari. Ses biens, sa maison, tout ce qu'il a construit avec son cœur et son travail sont en jeu. Que vais-je lui dire ? Comment lui expliquer ça ? Je ne sais pas si je dois lui avouer. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue dans un labyrinthe sans sortie. En vous faisant cette confession, en vous parlant maintenant, je suis tellement confuse. Mes mots tremblent, ma voix vacille. Je ne sais pas quoi faire. La banque est venue voir la maison. Ils ont mis un avis dessus, une pancarte rouge qui hurle que la maison est à vendre. Cette maison que mon mari a construite avec presque 200 millions de naira, chaque brique posée avec son argent, ses rêves pour nous. Ils veulent la vendre à cause de 55 millions, à cause de ma bêtise, de ma faiblesse. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je sais que ce que j'ai fait est très mal. Je sais que je mérite ce que vous voulez me faire, que ce soit des reproches ou pire. Mais ne m'insultez pas, je suis déjà confuse, déjà brisée. Tout ce dont j'ai besoin, c'est votre aide. Je vous en supplie, aidez-moi. Je veux savoir comment récupérer la maison de mon mari de la banque. Comment retrouver cet homme ? Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre mon mariage. Honnêtement, aidez-moi, je vous en prie. Je viens devant vous tous pour trouver une solution. J'ai besoin de votre aide. Je suis confuse.